Le e-learning pour moi est une passion, c'est un sacerdoce et pour moi c'est une conviction qu'il faut que beaucoup de gens s'y intéressent de sorte que nous puissions tous sortir, n'est-ce pas, du piège de l'ignorance. Alors j'ai été très enchanté de votre demande du présentiel. Je pense que tout le monde n'a pas le même niveau et ça va de soi. Et nous avons voulu retransmettre en direct cette séance de sorte que celles ou ceux qui le peuvent, puissent nous suivre en direct. Alors, on va commencer par une conférence préliminaire. Déjà, la nécessité du e-learning, pourquoi cela s'impose et vous dire que ça s'inscrit dans une certaine dynamique, n'est-ce pas, de l'évolution de la société. Et ensuite, on va aborder les questions. J'ai envoyé un sondage, vous avez répondu. Donc finalement, tous les aspects sont importants. Comment créer un compte sur du web, mais en général, c'est les mêmes options sur les plateformes professionnelles que vous allez utiliser dans le cadre de votre formation. Et comment faire attention sur une plateforme et suivre, n'est-ce pas, les consignes d'organisation du cours. Ensuite, les compétences de base, Word, Excel, PowerPoint. Parce qu'on ne peut pas parler de e-learning sans maîtriser un minimum de saisie de texte, donc Word. Et Excel, c'est des tableurs. Et on ne peut pas produire un mémoire sans faire de statistiques, donc Excel. Et PowerPoint, quand vous produisez un travail intellectuel, il faut bien le présenter, donc PowerPoint. Ce sont les compétences de base. Donc, on va aller de plein pied dans cette présentation. Donc, je vous souhaite la bienvenue à notre regroupement de ce CERTEL, ici au lycée classique. Alors, on va parler de l'évolution, dans un premier temps, des méthodes pédagogiques. Ensuite, de la nécessité d'adaptation, n'est-ce pas, de la pédagogie à l'évolution de la société. Parce qu'on éduque, on forme. Pourquoi ? Pour vivre dans une société et à son époque. Je ne peux pas éduquer, n'est-ce pas, un enfant pour vivre dans la société de 1800 ou bien de 1400. Non. On éduque l'enfant d'aujourd'hui pour qu'il puisse s'en sortir dans la société de 2050. On est d'accord? Donc, quand on forme, il faut former à l'adaptabilité. Alors, aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous voir aujourd'hui avec des laptops, des smartphones connectés, tous des téléphones intelligents. C'est le boom du numérique. Pour que nous puissions nous adapter à notre société, on parle du e-learning, l'apprentissage du numérique. Si la médecine a utilisé le numérique pour faciliter certaines choses, si l'économie a utilisé le numérique pour faciliter certaines choses, même si la logistique, le transport a utilisé le numérique, aujourd'hui, tous les véhicules nouvellement fabriqués sont tous électroniques. Mais pourquoi pas l'éducation, qui est à la base de toutes ces compétences? Donc, il va falloir que l'éducation pense à s'adapter, à utiliser le numérique pour exercer, n'est-ce pas, la fonction d'enseignant, la fonction d'éducateur, donc le e-learning. On parle de télémédecine, on parle de téléchirurgie. Depuis la France, depuis des milliers de kilomètres, on peut opérer quelqu'un à distance aujourd'hui. Qui ne croit pas? Ça se fait. Voilà. Donc, ce n'est pas l'enseignement, ce n'est pas la transmission du savoir qui va être en reste. J'aurais dû penser à un prompteur. Voilà. Donc, on va terminer par EduWeb et le LMS, le Learning Management System, qu'il utilise Moodle. Bien donc, on y va. Alors, excusez-moi une minute, je vais voir si je ne peux pas déplacer l'ordinateur pour ne pas chaque fois faire écran. Jusque là, ça va. Voilà. Là, comme ça, je ne vais plus vous gêner avec ma silhouette. Merci. Voilà, c'est bon comme ça. Donc, évolution des méthodes pédagogiques. Comme je vous ai dit tantôt dans le cours en ligne, là, les PowerPoint, vous pouvez, si vous avez un mémoire à soutenir,
on ne compte pas le nombre de transparents. Vous pouvez en utiliser 1000. Mais c'est le temps de présentation qui est important. 15 minutes pour les mémoires de, je ne sais pas, maîtrise ou 2 à... Et maintenant, voilà, pour la thèse, c'est un peu plus long. Il faut que vos transparents soient aérés. Je n'ai pas beaucoup de texte là. Parce que ce que j'ai à dire est dans ma tête. Et c'est ce que j'ai à dire que les gens sont venus écouter. Donc il ne s'agit pas de prendre tout un texte pour le placarder sur le PowerPoint. Non. Alors, c'est ça l'origine de l'homme. On n'avait pas d'écriture. C'est ce que les historiens nous disent. Et donc, notre façon de transmettre le savoir, c'est à travers des cris, des hou-ha. On n'avait pas de support. Le support de savoir, c'était nous-mêmes, notre corps, notre mémoire. On transmettait la tradition orale, mais avec l'évolution. Et donc, vous comprenez que les formations, on t'enseigne, il faut avoir une grosse capacité de mémoire pour mémoriser tout ce qu'on dit, parce qu'il n'y a rien pour continuer. Ça, c'était une autre époque. Mais nous sommes aujourd'hui à ça. Avant d'en arriver là, il y a eu des fresques, n'est-ce pas, des gravures dans les grottes, il y a eu la civilisation du papyrus qu'on déroulait, il y a eu la civilisation du livre, et nous sommes aujourd'hui là. Vous voyez donc que de là à là, il y a eu une évolution, une nette évolution. Il s'agit pour nous maintenant d'adapter, n'est-ce pas, notre façon de transmettre le savoir, notre façon de nous documenter à cette époque-là. Vous voyez que les supports numériques évoluent aussi. Là, nous avons des blocs compacts. Déjà, ça existe déjà, des ordinateurs, tout est transparent et tout et tout. Si vous avez la photo, ça veut dire que ça existe. Et bientôt, peut-être qu'on aura des hologrammes. Il suffit de, voilà, d'appuyer dans le vide là et vous avez tout l'écran devant vous. Vous savez, tout ce qui se fait dans le cinéma et autres, c'est une préfiguration des réalités d'aujourd'hui. En 1900, je ne sais pas combien, si on vous parlait de téléphone portable, vous direz que c'est une hérésie. Voilà. Alors, cette jeune enfant nous demande pour le futur, elle nous promet, cette jeune fille nous promet des moyens de plus en plus extraordinaires auxquels notre esprit ne pense pas encore. Et j'y crois. Qu'en est-il de nos jugements par rapport à nos enfants? J'ai mis sur votre plateforme les épreuves de CEPE de 1927. Vous avez vu un peu qui a parcouru les exercices? 1927 CEPE et 23. 1923 CEPE. Même si on donne à un élève de terminale aujourd'hui, il va réfléchir un peu d'abord avant de trouver. Voilà. Mais bon, souvent on se complaît dans nos salons. Oh, les enfants d'aujourd'hui valent rien. Mais qu'est-ce que nos grands-pères vont dire de nous? C'est pareil, hein. Il s'agit pour nous de nous adapter. On ne va pas demander à quelqu'un, Einstein même, le génie Einstein disait qu'il a du mal à se consacrer, à bosser par cœur des formules de ce que Isaac Newton a trouvé, alors que ça se trouve dans la bibliothèque. Il s'agit, Einstein le disait, et c'est pour ça qu'il avait du mal à avancer à l'école. Hein, il s'accommodait mal avec, n'est-ce pas, la façon d'enseigner. Il dit ce qu'on doit plutôt enseigner, c'est la cognition, la réflexion, la déduction logique. Voilà, à partir de l'existant. Ça et ça donne quoi? A et B devraient conduire à quoi? C'est ce que nous devons apprendre à nos enfants. Parce que tout est dans le téléphone, l'ordinateur, les livres. Mais à partir de l'existant, qu'est-ce qu'on en fait? C'est ce que Sam et Lamine, que j'ai l'habitude de citer, ce sont mes, n'est-ce pas, mes icônes. Ils sont plusieurs, ils représentent, n'est-ce pas, la corporation. Il y a YouTube. Il y a l'appareil qui est démoli. Il y a Facebook. Il y a les réseaux sociaux. On en fait quoi? Voici Sam, voici Lamine qui dit j'ai arrêté mes études en 4e. Ben, ce que je peux en faire, je vais voir comment on peut réparer un téléphone portable. Je check sur YouTube. Ah, il y a telle fonction qui ne marche pas. Il y a plein de gens dans les forums qui disent oui, voici ce qu'il faut faire, voici ce qu'il faut faire, voici ce que j'ai fait et que ça a marché. Voici Sam qui applique ce qui est dit et il arrive à réparer le téléphone, son propre téléphone.
Il répare le téléphone de Madame Sangaré. Il répare le téléphone de Monsieur Yao. Ben tiens, ça commence à être réparé. D'abord, c'est un pourboire. Monsieur Yao lui donne. Ça lui fait un bon pactole. Ben il dit, mais pourquoi ne pas ouvrir un magasin? Ce n'est pas dans un amphithéâtre qu'il a appris. Voilà. Mais est-ce qu'on lui a dit de bosser par cœur quelque chose d'abord? Non. L'existant est là et c'est la cognition qui a été mise en œuvre, n'est-ce pas, pour pouvoir transformer l'existant en matière de subsistance. Voilà. Et moi, je partage cet avis. Je n'ai pas une bonne mémoire, mais je suis beaucoup curieux. L'existant est là. Comment l'utiliser? Voici les jugements qu'on a de nous et de nos enfants. Les enfants d'avant sont braves. Les enfants d'avant sont des travailleurs acharnés. Et aujourd'hui, oh, les enfants d'aujourd'hui aiment la facilité. Tous des paresseux, on le dit, hein. Mais on oublie que même nos grands-pères, leurs aïeux leur ont dit la même chose. La preuve. Voilà. C'est un débat qui date de 5000 ans. Je vais vous en donner quelques preuves. Là, nous avons une tablette d'argile babylonienne qui date de plus de 3000 ans. Hein? Plus de 3000 ans. Bon, on va dire 1000 ans avant Jésus-Christ. J'ai enlevé certains transparents parce qu'il y en a beaucoup. Il y a des transparents qui montrent de plus de 2000 ans avant Jésus-Christ. 3000 ans avant Jésus-Christ. C'est-à-dire que nos aïeux, nos grands-pères, là, on disait qu'ils étaient paresseux, ils étaient pourris, ils étaient irréligieux. C'est un débat qui court depuis des... Voilà. Donc, repensons les choses. Voilà. La jeunesse d'aujourd'hui aime le confort, l'argent, les boucantiers, les paresses. Ils ne veulent plus se marier. Ça se dit depuis 200 ans avant Jésus-Christ. On croirait qu'on parlait de nos enfants. Hein. Mais il y a longtemps que ce débat a cours. Ça veut dire que le problème se trouve ailleurs. Il s'agit pour nous de nous adapter au temps. Vous imaginez celui qui disait que la jeunesse est pourrie il y a 3000 ans. S'il venait aujourd'hui, mais je pense qu'il allait tomber en syncope, il mourrait. Voilà, tranquille quoi. Donc, il y a une nécessité d'adaptation. On voit ici les premières années, n'est-ce pas, avant notre indépendance et l'indépendance. Voici comment on formait les enfants dans des cases en bambou, dehors dans le jardin. Ben aujourd'hui, ça c'est sûr, la FESI va faire la grève, hein, dans ces conditions-là. Mais on formait comme ça. Voilà un peu, ça évolue un peu. Bon, des tables, bancs, sans dossier, mais bon, on est en forêt, en plein air là, à la Socrate. Ça a évolué, ça c'est après notre indépendance. Pardon, je reviens en arrière là, voilà. Eh bien, 15 ans après notre indépendance jusqu'à maintenant, la méthode active, c'est l'élève lui-même qui touche le matériel, qui se forme lui-même, voilà, avec un coach derrière lui comme enseignant. Donc ici, on axe vraiment notre pédagogie sur, n'est-ce pas, la recherche, parce que nous voulons affirmer notre souveraineté. Et après les années 2000, c'est le boom du numérique, l'autonomie dans la formation, etc. Hein? Qu'est-ce que nous réserve demain? Je sais qu'il y aura bien d'autres choses. Moi, je le dis tantôt, souvent je le dis avec des gens avec qui nous avons des séances de travail. L'école de demain sera sans mur. L'école de demain se fera sans regroupement. Chacun apprendra. On balancera, n'est-ce pas, des programmes aux parents et puis chacun se connecte. Le professeur, il est quelque part au Japon ou bien en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Toi, tu es à Korogo et puis tu suis le cours. Au Cambodge, j'ai ma nièce qui est là-bas avec sa mère et son beau-père. Au collège, mais ils font des cours aujourd'hui à distance à cause de la Covid. Nous, on ne le sent pas, mais chez eux, là-bas, ils en ont plus peur. Voilà. Ils font des cours à distance, malgré qu'ils sont au collège. Tout le monde. Vous avez vu, dans les temps anciens, le maître, il est seul avec l'apprenant, le précepteur. Et il grandit avec son précepteur. Et là-bas, tout le monde n'avait pas droit à l'éducation. C'était des princes, des rois qui étaient éduqués par des précepteurs. Le peuple, on apprend par le tas, par notre expérience de la vie, on n'a pas droit à l'école. Donc, un apprenant, un enseignant, un précepteur. Mais aujourd'hui, avec la démographie, on a beaucoup d'élèves et, n'est-ce pas,
une enseignante, un enseignant. Mais avec le boom du numérique, vous allez voir que les confinements dans un espace clos pléthorique vont commencer, n'est-ce pas, à se désagréger et petit à petit, chacun sera chez lui en effectif réduit et avec un tuteur et le professeur étant distant. On va donc de plein pied dans le e-learning. Il est efficace pour la formation continue, la formation initiale andragogique, parce que jusqu'à présent, les enfants ne sont pas encore vraiment accoutumés à cela et beaucoup sont distraits. Donc, c'est plus indiqué encore pour l'andragogie en attendant qu'on trouve des moyens. Dans tous les cas, même l'enfant qui suit l'éducation par le e-learning a besoin de l'implication de ses parents à ses côtés. Et ça favorise la démocratisation du savoir à la faveur du boom du numérique. Voici cette petite anecdote, n'est-ce pas? Nous, les parents qui nous refusons de nous mettre, n'est-ce pas, à l'éducation numérique. Des fois, c'est nos enfants qu'on veut protéger contre les logiciels, n'est-ce pas, interdits. C'est eux encore les enfants qu'on n'appelle pas pour viens m'installer le logiciel de contrôle parental. C'est-à-dire pour te contrôler toi-même là, aide-moi à installer le logiciel. C'est pas logique, c'est ce que nous faisons. Donc ça va de soi que nous devons nous y mettre nous-mêmes pour pouvoir mieux encadrer nos enfants. Mais quoi qu'il en soit, ce que je peux dire là aussi, on ne peut pas contrôler de façon absolue nos enfants. Non. Certains disent non. Moi, j'ai un étudiant qui m'a dit qu'il ne peut pas faire son devoir sur l'ordinateur parce que son pasteur lui a interdit cela. Ce n'est pas spirituel, il y a le démon dans l'ordinateur. Non, je vous parle d'un fait réel en 2015. Oui. Et il a refusé de composer. Ben, moi, je lui ai donné des zéros. Bon, certains collègues, certains responsables pédagogiques m'ont dit non, ce n'est pas l'ordinateur qu'on évalue, c'est le savoir scientifique, mais c'est mon moyen de transmission s'il ne veut pas. Bon, donc il fallait qu'on le fasse composer. Bon, comme je suis un peu rebelle, je n'ai pas accédé à cette requête. Voilà, entre griffes, je veux dire. Ne prenez pas ça en mode péjoratif. Alors, donc, je pense que tout est mauvais. Si on pense que le diable est dans l'ordinateur, autant quitter ce monde. Parce que le monde même, pour ceux qui veulent que je fasse un clin d'œil, n'est-ce pas, à ce que les livres saints disent, courants comme la Bible et bien d'autres, quand on nous dit dans la Bible que le diable a été précipité sur terre, mais nous y sommes. Voilà, ce que nous voyons autour de nous, la perversité et tout, mais c'est pour autant qu'on ne se suscite pas, on vit. Mais voilà. Et tu ne sais même pas le monsieur qui a construit sa maison que tu loues, tu ne sais pas quel sacrifice il a fait pour au sous-sol. Voilà, donc ça ne sert à rien de justifier sa paresse en refusant d'utiliser un appareil. Vous savez, quand j'étais adolescent, au CEG Doumé, quand on quittait l'école, on traversait les quartiers, on voyait des maisons closes. Mon père, il n'était pas à ma trousse. J'aurais pu prendre mon argent de poche pour rentrer chez une prostituée. C'est pareil avec le numérique. Mais dès lors que vous avez reçu une bonne éducation, vous devenez votre propre gendarme. Et donc quand vous passez devant une maison close, vous savez que c'est interdit, vous continuez. C'est la même chose avec l'ordinateur. Si vous devrez aller sur eduweb.ci pour apprendre vos leçons, pour vous éduquer, vous le faites. N'allez pas sur YouPorn, YouTube, ceci, cela. Non. C'est exactement pareil. Oui. Entrez sans bonjour. Voilà, c'est exactement pareil. Donc, nous devons plutôt miser sur l'éducation morale parentale. Les parents ne doivent pas du tout démissionner de l'éducation de leurs enfants. L'éducation même, ce sont les parents qui donnent. Les enseignants, le professeur, l'instituteur n'éduque pas. Il instruit, il n'éduque pas. Il donne des instructions du savoir scientifique, mais il n'éduque pas. C'est le père, la mère, les parents, les cousins, c'est la famille qui éduque l'enfant à faire du numérique, n'est-ce pas, un support d'apprentissage conforme à son époque. Éducatel. Qui a connu Éducatel? Qui est de mon époque? Moi, j'ai fait le collège dans les années 80. Personne. Je suis votre doyen ici. Alors, Éducatel, je me rappelle,
nos aînés faisaient des cours à distance. Ce n'est pas aujourd'hui les cours à distance. Hein. En France, ils sont basés en France, ils envoient par la poste. Hein. En ce moment, on parlait de quoi? La poste de PTT, poste et télécommunication, voilà. Et donc, ils envoient par la poste, ils lisent le devoir, ils répondent aux questions, les exercices, les quiz, mais quiz papier, quoi. Ou bien dissertation même. Et ils remettent dans une enveloppe et ils déposent à la poste. Et ça fait 2 semaines pour que ça arrive en France. Et aussi, ils corrigent et ils expédient. Ça fait 2 semaines pour que ça arrive chez lui. Alors qu'aujourd'hui, c'est clic, clic, tac, tac, c'est instantané, quoi, voyez-vous. Et le jour de l'examen, il y a des gens qui ont été diplômés éducateurs, hein, qui ont travaillé, qui ont eu un emploi avec. Le jour de l'examen, ils vont dans une représentation de l'ambassade de France pour composer. Voilà, là, il s'est surveillé. Donc, si tu n'as pas pris au sérieux ta formation, tu échoues. Mais avec le boom du numérique, Éducatel s'est adapté. La Poste française s'est adaptée. Beaucoup de systèmes se sont adaptés. Ce qui ne refuse pas, qui refuse de s'adapter, n'est-ce pas? Darwin a dit disparaît. Ceux qui ont refusé de s'adapter disparaissent ou connaissent de graves difficultés. Alors, aujourd'hui, Éducatel est en ligne. Et ce sont des métiers, des formations aux métiers, hein, c'est en ligne. On remplit une convention de stage, les formulaires qu'il faut, et puis tu fais ton stage là-bas. Et ton maître de stage me fait le rapport. Et puis, bon, si tu as bien travaillé, nous validons ton dossier sans que tu te déplaces en France. Et puis, tu as ton diplôme. Ça se fait à distance. Il y a beaucoup de gens qui contestent, non, pas de distance, non, pas de distance. Je l'ai dit souvent à mes étudiants. Vous savez, avant, quand vous regardez dans les films western, il n'y avait pas de Mercedes, il n'y avait pas de train, il n'y avait pas de métro, il n'y avait pas de voiture que vous voyez là. C'était des diligences, des chevaux. Et pour avoir des chevaux, il faut être riche. Mais il y a quelqu'un, Carnot, qui a inventé la machine à vapeur. Et les décideurs gouvernementaux décident maintenant de fabriquer des voitures, des trains, pour le transport en commun, pour le déplacement. Mais il y a des gens qui vivaient d'une économie. C'est-à-dire les fabricants de selles de chevaux, ceux qui tannaient les cuirs, les fabricants de fer à cheval, les éleveurs de chevaux, ceux qui brossaient les poils de chevaux pour être clean, bien joli. C'est un métier, n'est-ce pas? Mais avec l'invention de la machine à vapeur, ça va disparaître, non? Vous n'imaginez pas que ces personnes, cette couche socio-professionnelle n'ont pas fait grève? On manifestait, il y a eu des troubles sociaux en leur temps. Vous savez, il faut avoir une certaine vision, n'est-ce pas, de demain. Plutôt que de contester, il faut savoir s'asseoir et dire: voici comment j'enseigne, voici comment je travaille, comment est-ce que je peux l'adapter? C'est cette question. La science, le chercheur, l'enseignant-chercheur, le philosophe. Parce que nous sommes tous philosophes, tous qui réfléchissons. Voici une opportunité. Que puis-je en faire? L'homme d'affaires dit: voici l'ordinateur qu'on a inventé. Et les plus riches ne sont pas forcément ceux qui ont inventé l'ordinateur, hein, mais c'est ceux qui exploitent les potentialités de l'ordinateur qui sont les plus riches. L'homme d'affaires dit: voici cet outil, qu'est-ce que j'en fais? Le chercheur dit, l'enseignant dit, le chercheur en éducation dit: qu'est-ce que j'en fais? Voici, on va l'aborder tout à l'heure, je préfère même ne même pas parler de lui quand on va y arriver. Donc, il s'agit de se demander qu'est-ce qu'on peut en faire dans l'exercice de notre profession pour nous adapter à l'époque. Alors donc, on rentre de plein pied dans notre plateforme eduweb.ci qui utilise comme LMS Moodle. Notre objectif ici, c'est de créer un e-school. Il y a une dame, je dis juste son nom, je n'ai pas dit le prénom, Madame Gauthier, qui nous a sollicité parce que son fils ne supporte pas le masque.
alors que c'est exigé dans son école, et son mari bouge beaucoup, grande mobilité, avec la famille, donc c'est difficile de s'asseoir dans une salle de classe. Mais elle ne veut pas que son enfant décroche. Donc, elle nous a sollicité pour suivre son enfant au niveau CM1. Donc, son tuteur, c'est celui-là, M. Meilly, niveau CM1. Et comme je vous le dis, EduWeb a une vision plus large. Et vous, aujourd'hui, j'espère que vous allez faire partie de la famille EduWeb. Demain, on aura besoin d'une maîtresse au CM2 ou bien d'un professeur de physique-chimie 6e. Bon, voilà, il faut que j'appelle telle ou telle personne, bien suivre cet enfant en ligne. Vous êtes à Korogo, lui il est à Abidjan, ou bien c'est l'inverse, lui il est à Abidjan, vous êtes à Korogo, mais vous travaillez en ligne. Et l'alphabétisation numérique, ce qu'on est en train de faire justement, Word, Excel, PowerPoint, nous le faisons. Alors Moodle, voici quelqu'un, un jeune Australien, Martin Dujiyama. Il est chercheur en sciences de l'éducation. Il a vu l'ordinateur, ça fait beaucoup de prouesses, on fait la télémédecine, la téléchirurgie. Il s'est dit, mais pourquoi ça ne pourrait pas servir en éducation? Vu la démographie, dans les années 70, on était 3 milliards sur la Terre. Il y a quelques dizaines d'années, on est 7 milliards, ça a doublé. Et bientôt, nous sommes à 8 milliards, on n'est pas loin de 10-15 milliards. Vous pensez qu'on va abattre les arbres, on va décimer toutes les forêts, construire des salles de classe toujours? Vous pensez qu'on va continuer ainsi? Ben, s'il y a 15 000, 20 milliards de personnes, si on doit continuer comme ça, il faut qu'on abatte des forêts, des arbres. Il faut qu'on construise des bâtiments, n'est-ce pas? Comme ça, on va vivre sans forêt et on va s'éduquer dans les salles de classe. Voilà. Et ces genres de personnes sont des visionnaires parce qu'il faut pouvoir tirer profit, n'est-ce pas, de l'existant pour adapter son savoir. Et il a créé la plateforme Moodle. Aujourd'hui, c'est plus de 90 millions d'utilisateurs. Il y a vous, il y a moi. Quand on les compte, ça fait 90 millions d'utilisateurs. Ça fait plus de 5000 communautés. Il y a EduWeb, il y a e-formation de l'ENS. Voilà, toutes les structures qui utilisent Moodle, 5000 communautés. Et il travaille avec 30 développeurs. Ça, c'est les données que j'ai eues depuis 4 ans. Peut-être que ça a augmenté. 30 développeurs. Et il y a 60 entreprises, n'est-ce pas, du monde entier qui le sponsorisent. Sans compter les différents partenaires Moodle qui peuvent apporter des solutions, des bénévoles. Martin Dujiyama a été visionnaire. Il a dit, je suis chercheur en éducation. Au lieu de me complaire à contester, non, le e-learning, non, mais moi, c'est la méthode classique, je viens m'asseoir, c'est la pratique de machin, ceci, cela. Mais cette pratique que tu fais, comment tu peux l'adapter au numérique? C'est cette réflexion qu'on vous demande, c'est tout. C'est cette réflexion qu'on nous demande. L'esprit doit être toujours en train de réfléchir plutôt que de s'accrocher à l'existant et s'y coller et y demeurer. Non, il faut s'adapter. Il faut chercher comment s'adapter. Et c'est ce qu'il a fait. Et nous autres, nous utilisons ce qu'il a fait. Nous allons conclure cette conférence inaugurale par ce monsieur que j'aime bien. Il a dit, chaque fois que la connaissance a changé de support, nous avons changé de civilisation. Nous sommes actuellement à l'interface entre la civilisation du livre et la civilisation du numérique. On ne s'en rend pas bien compte. Mais nos enfants dans 30 ans, dans 40 ans, verront bien la différence. Ils vont se moquer de nous. Déjà même, on se moque déjà de nos parents. Quand vous allez dans leur bibliothèque des années 80, la bibliothèque commence ici, ça termine là-bas, des encyclopédies, Bordas et tout et tout. Mais aujourd'hui, vous allez rentrer dans un salon, c'est juste la télé, un petit truc là, puis l'ordinateur est là. Il y a tout dedans. Il y a tout dedans. Il y a tout. Et pour chercher, c'est plus facile. Tu mets le mot-clé, ça sort. Alors que tu prends Bordas, tu dois fouiller. Ah, c'est pas dans tel volume. De gros livres. Bon, ça muscle, c'est sportif, c'est déjà bon. Donc, il faut s'adapter à notre civilisation. On est passé de là à là à là, le film civilisationnel qui est là. Et je vous dis, Michel Serres, il est né en 1930, il est mort l'année surpassée, 2019. Il n'est pas du tout TIC. Mais il sait que c'est ce qu'il faut pour l'avenir. Et il a été, en tout cas ces dernières années, il a été défenseur des TIC. Pourtant, lui-même, il ne l'est pas. C'est un philosophe. C'est pour dire que ce n'est pas parce que lui, il ne pratique pas qu'il va aller contre. Il faut une objectivité intellectuelle.
Je vous remercie. On va passer à la pratique. Bien. Donc, nous sommes aujourd'hui ici pour la pratique du e-learning.